Et salut tout le monde, ici Myrmécante, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Cette fois ça va faire ultra longtemps que j'en ai pas fait, normalement ça devrait faire 2 mois que j'aurais dû en faire un, mais je ne l'ai pas fait car manque de temps. Alors c'est un épisode, cette fois j'y viens, ça va être sur le deuxième épisode de comment bien débuter dans la myrmécologie. Et oui, enfin je le sors, ça y est. Ouh. Il serait temps quand même que je le tourne et que je le monte afin de vous le donner tout ça le plus rapidement possible. Mais bon, après, entre temps, il fallait aussi que je choisisse entre quelle et quelle espèce de fourmi choisir afin de vous présenter quand même un top 5 des espèces pour débutants. Car oui, le deuxième épisode va se baser sur les espèces avec lesquelles commencer la myrmécologie. Alors dans le premier épisode, on a vu comment se procurer une espèce, où chercher, etc. Si c'était sur des sites ou autres. Voilà, la méthode de se procurer des nids et des fondations de fourmis. Cette fois, je vais vous conseiller vous conseiller entre guillemets, vous faire plutôt un top des espèces les plus propices pour débuter dans la myrmécologie. Un top 5. Alors ces espèces-là, bien sûr, vous pouvez les trouver très bien dans la nature, comme vous pouvez les trouver sur des sites de vente ou même des particuliers. Car bon, ça va être toutes des espèces endémiques. Donc ça va être 4 espèces que je détiens moi-même, dont une que je ne tiens plus malheureusement. Hein, elle n'a pas survécu à l'hiver. Donc je vais commencer ce top par le 5e, ça va être les Camponotus barbaricus. Et oui, alors les Camponotus barbaricus, pourquoi je vous conseille cette espèce là? Déjà parce que moi je les trouve assez simples d'élevage, hein. Alors désolé pour la qualité d'image, voilà, je les trouve relativement assez simples d'élevage. Et notamment, elles sont facilement trouvables, elles sont endémiques, hein, elles sont de France, ça veut dire. Donc vous pouvez en trouver par chez nous. Donc pas besoin de les chauffer extrêmement fort, sauf si vous habitez bien sûr dans une région un peu fraîche. Je vous conseille quand même de la maintenir entre 24 et 25 degrés, ou aller à la rigueur à 23 degrés. Bien sûr, toutes les espèces de France ont besoin d'une diapause, donc d'une pause d'hiver, pour simuler un hiver, donc les mettre dans le garage ou autre. Donc forcément, toutes celles que je vais vous présenter dans ce top auront besoin d'une diapause également. Donc j'en reviens à cette espèce. Pourquoi je la conseille aux débutants? Alors, je la conseille parce qu'elles sont assez grosses, hein, assez simples d'élevage également. Bon, elles sont sujettes au stress, hein, bien sûr, elles sont assez sensibles au stress. Elles ont de jolies couleurs également. Elles se nourrissent de liquide sucré ainsi que d'insectes. Vous pouvez observer quand même pas mal de choses assez intéressantes car elles sont assez agressives en plus. Et voilà, donc elles font des cocons et tout. Elles ont aussi besoin de peu d'humidité, donc c'est plutôt ça un avantage en plus pour cette espèce. Voilà, donc bien sûr c'est aussi conseillé pour les débutants patients car pour arriver de l'œuf à la première ouvrière il faut compter entre 1 mois et demi et 2 mois. Donc il faut être quand même quelqu'un de patient. Donc voilà, alors conseillé pour les débutants, mais les débutants patients. Maintenant on va passer à la 4e espèce. Ça va être l'espèce, une nouvelle espèce que j'ai également. Ça va être les Tetramorium ciméver lévé. Cimélévé, enfin je crois, je vous écrirai le nom de l'espèce dans les commentaires. Alors ça c'est pour ceux qui aiment les fourmis, les assez petites fourmis, hein, c'est vraiment toutes petites fourmis. Donc anti-évasion et couvercle est de mise pour élever cette espèce. Donc c'est une espèce également endémique, hein, mais que je vous conseille quand même de chauffer car elle se situe comme les Camponotus barbaricus dans le sud de la France. Hein. Donc elles ont l'habitude d'avoir des températures assez élevées. Donc pourquoi je vous conseille cette espèce également? Parce que c'est endémique, mais voilà, c'est un critère comme les autres, et aussi parce qu'elle se développe rapidement. Donc ça va être jusqu'à grand maximum 1 mois entre l'œuf
et les ouvrières. Donc c'est vraiment un développement rapide, donc c'est bien pour les débutants parce que je pense que quand on débute, on est quand même un peu impatient d'avoir de bonnes colonies. Et vous, comme vous pouvez le constater, la reine, elle pond vraiment pas mal. Là, je les avais reçues avec seulement 3 larves. Et là, comme on peut le voir, elles ont pondu. Il y a plein de petites larves. Une grappe d'œuf par ici. Désolé pour le focus. Une grappe d'œuf que l'ouvrière maintient. Et puis d'autres petites larves à un stade un peu plus avancé. Donc c'est une fourmi également qui se nourrit de liquide sucré ainsi que d'insectes. Hein. Donc relativement simple à nourrir, comme toutes les fourmis en général. Hein. Elles se nourrissent généralement que de liquide sucré ou d'insectes. Donc voilà, alors je les trouve quand même assez jolies également. Hein. Voilà, sinon je ne vous les présenterai pas. Hein. Toutes les fourmis que je vais vous présenter, je les trouve vraiment magnifiques. Donc là, voilà, c'est tout pour celle-là. Je vais passer à la troisième espèce. Alors la troisième espèce, ça va être une espèce que je n'ai pas malheureusement, enfin que je n'ai plus. Du moins j'ai que la gine, du coup je vous présenterai pas simplement... je vous montrerai pas vraiment d'image de celle que moi j'ai, mais de celle que je vais avoir plutôt au printemps. Donc ça va être les Lasius flavus. Alors également là ça va être une espèce conseillée pour les débutants, patients également, car c'est une espèce très timide. Donc en gros elles vont commencer à se déplacer dans une ADC à partir d'une vingtaine voire une trentaine d'ouvrières. Donc il faut compter aussi également entre 1 mois et demi, à peu près 1 mois et demi de l'œuf à l'ouvrière. Donc c'est vraiment une espèce très timide, donc, mais quand même conseillé aux débutants car assez simple d'élevage, hein, se nourrissant également de liquide sucré et d'insectes bien sûr. Alors elles ont besoin par contre d'humidité un peu plus élevée. Petite parenthèse, je reviens sur les Tetramorium. Je vous ai pas parlé du taux d'humidité à peu près qu'il leur fallait. C'est 80% d'humidité, hein, donc un assez fort taux d'humidité. Pour les Camponotus barbaricus, je sais plus si je vous l'ai dit aussi, mais c'est 30% d'humidité. Donc du coup, vous pouvez les maintenir dans un nid sec également. Voilà, alors je ferme la parenthèse et je reviens sur les Lasius flavus. Alors voilà, sur les Lasius flavus, il y a besoin également de pas mal d'humidité, hein, 80%, donc ça vous le savez déjà. C'est une fourmi assez jolie également, donc elle peut se maintenir en polygénie si on a de la chance. Donc voilà, mais voilà, je vous conseille quand même de débuter toujours avec une gine, comme ça vous avez le temps de voir, de vous préparer pour les nids, etc. Donc pour cette espèce-là, il n'y a pas besoin de nid blindé ou quoi que ce soit, car elle ne creuse même pas. Donc elles sont plutôt pâteaux, un peu empotées. Donc elles vont, voilà, un simple filet d'huile paraffine sur le contour de votre ADC, comme ceci, suffit amplement afin de les maintenir dans l'ADC et éviter d'avoir des échappages-toires. Alors, voilà pour cette espèce. Donc j'aime beaucoup aussi la couleur de cette espèce, hein, un peu dorée, on l'appelle... elle a même un petit surnom, c'est la fourmi dorée. Donc c'est vraiment sympathique, donc je vous la conseille également pour débutants. On va passer à la deuxième espèce que je vous conseille pour débutants. Alors voilà la deuxième espèce que je vous conseille pour ce guide ici, pour cet épisode 2. Donc ça va être les Lasius niger. Alors pourquoi les Lasius niger? Car c'est vraiment des fourmis extrêmement simples d'élevage. Elles supportent plutôt bien les différences de température, etc. Erreur que l'on peut faire étant débutant. Elles supportent même bien également les erreurs d'hygrométrie, hein, malgré qu'elles demandent quand même 50% d'humidité. Alors aussi pourquoi? Bah aussi parce qu'elle est assez jolie, mais assez petite également, aussi grosse que, un peu plus grosse que la Lasius flavus. Donc voilà, je peux vous conseiller celle-là également aussi parce qu'on la retrouve vraiment partout. C'est une fourmi que l'on retrouve partout en France, etc. Que l'on peut retrouver très bien
dans le nord de la France comme dans le sud de la France. Donc c'est vraiment une espèce qui sait s'adapter en fonction de là où elle se situe. Donc pas besoin de chauffer, juste besoin d'humidité quand même. Donc comme vous pouvez le constater ici, c'est une espèce qui a besoin de cocons, qui fait des cocons. Donc les espèces qui font des cocons, il y a un moyen assez pratique de savoir si l'hygrométrie est bonne ou pas. Donc ça compte si elle est trop grande. Si jamais vous voyez qu'il n'y a pas de cocon mais qu'il y a des nymphes nues, donc des ouvrières toutes blanches qui ne bougent pas, toutes nues, sans cocon, et bah ça voudrait dire que le nid est beaucoup trop sec, trop humide, pardon, excusez-moi, beaucoup trop humide. Donc c'est une espèce également qui se développe très rapidement, hein, donc à peu près un mois de l'œuf à l'ouvrière. La gyne elle pond énormément également, hein, que ce soit après la diapause ou avant la diapause, comme vous pouvez le voir. Donc très très simple d'élevage, elle se nourrit également de liquide sucré ainsi que d'insectes. Donc la protéine est toujours important à avoir dans vos colonies de fourmis afin de leur proposer un meilleur développement un peu plus rapide et également un peu plus protéiné. C'est toujours important d'avoir des protéines dans ces espèces, enfin dans ces élevages de fourmis. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il y a quand même un couvain assez monstrueux simplement pour une cinquantaine d'ouvrières que j'ai. Elles viennent de sortir de diapause, hein. Elles viennent, ça fait à peine à peu près presque un mois qu'elles sont sorties de diapause, ça va faire 3 semaines, un mois à peu près. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une espèce facile d'élevage. Elles ne creusent pas également, du coup vous pouvez les maintenir dans du plâtre. Hein, comme vous pouvez le voir, moi je leur ai fait simplement un nid en plâtre dans un gobelet. Voilà, comme quoi on peut, la myrmécologie peut revenir à vraiment rien du tout, hein, on peut tout faire soi-même, etc. On peut même aller chercher ces fourmis-là soi-même. Alors l'avantage de ces fourmis-là en essaimage, c'est qu'elles font des essaimages massifs, donc du coup c'est plutôt simple à les retrouver, comme les Lasius et Merginatus. D'ailleurs ce sont des petites fourmis qui sont un peu plus grosses, légèrement plus grosses que les nigères, mais elles ont le thorax orangé, alors que les nigères elles sont toutes noires. Donc voilà pour cette troisième espèce. Donc attention quand même, elles ont tendance à s'échapper assez facilement, donc n'hésitez pas à mettre une bonne couche d'huile de paraffine sur vos ADC afin d'éviter toute évasion possible. Donc alors là on va passer cette fois à la première espèce que je vous conseille de mon top 5. Alors je pense que certains l'auront deviné un peu, ce sera les Messor barbarus. Et voilà, alors les Messor barbarus c'est la première espèce de mon top 5 que je vous conseille, car c'est vraiment l'espèce par excellence pour débuter, vraiment très simple à élever, autant que les Lasius niger, hein, donc c'était très serré entre les Lasius niger ou les Messor barbarus pour arriver premier de ce top. Mais voilà, j'ai décidé quand même de mettre les Messor barbarus car elles ont quand même un joli polymorphisme. Alors un joli polymorphisme, qu'est-ce que c'est le polymorphisme? C'est simplement les tailles des ouvrières, les différentes castes qu'il y a dans les ouvrières. Chez les Messor barbarus, alors il y a des minors, les petites que vous pouvez constater par ici. Voilà, là il y a quelques petites, les plus nombreuses bien sûr. Il y a les médias, légèrement plus gros, ici. Et nous avons les majors, comme le gros ici, ceux avec les grosses têtes et les grosses mâchoires. Alors, petite particularité de cette espèce, c'est qu'elle se nourrit de graines, elle est granivore. Donc, à la place des liquides sucrés que vous allez leur passer, ça va être des graines. Alors, toujours, bien sûr, leur donner des petites protéines, hein, comme toute colonie de fourmis, afin d'avoir un développement optimal. Et bien sûr, un petit abreuvoir dans l'aire de chasse est de mise pour cette espèce, car elles font avec les graines du pain de fourmi, c'est ce qu'on appelle, c'est de ça qu'elles se nourrissent. En gros, elles vont mastiquer avec de l'eau un mélange de graines et
et d'eau, hein, de leur salive, et puis ça va faire le pain à fourmis. Donc n'hésitez pas à prendre des nids avec des galeries assez grandes, hein, assez profondes. C'est également une espèce qui se développe très bien. Alors là on voit mal, désolé parce qu'il y a de la condensation, j'ai réhumidifié il n'y a pas très longtemps, mais c'est une espèce qui se développe vraiment extrêmement rapidement, hein. En un an on peut arriver à facilement une centaine d'ouvrières, tout comme les Lasius niger. Donc celles-ci elles font pas de cocon, hein, contrairement aux espèces précédentes que je vous ai présentées. Elles font des nymphes nues tout simplement. Donc voilà, alors là comme vous pouvez le constater, j'ai énormément de larves, hein, c'est ma plus grosse colonie, c'est avec ça que j'ai débuté la myrmécologie. Donc elles ont besoin quand même d'un taux d'humidité de 50% et d'être chauffées si jamais vous êtes dans le nord de la France, ou enfin pas forcément dans le nord de la France, mais dans une région assez fraîches, car elles sont plutôt dans le sud de la France et essentiellement dans le nord de l'Afrique, style Maroc, etc., etc. Donc comme vous pouvez le voir, vous aurez besoin également d'une partie sèche dans votre nid pour qu'elles puissent entreposer les graines en toute sécurité, afin qu'elles puissent afin qu'elles évitent de germer tout simplement. Donc voilà pour ces petites espèces. Ah oui, donc j'allais oublier. Bien sûr, sur l'aire de chasse, n'oubliez pas l'huile de paraffine, même avec les Messorbarbarus, car bon, elles sont peut-être très peu agiles, hein, elles tombent très facilement, elles n'arrivent pas à grapper sur des surfaces très vertigineuses, sauf dans les tubes que j'ai remarqué, hein. Un tube penché comme ça ne va pas leur poser de problème. Comme vous pouvez le constater, elles vont réussir à descendre correctement et à remonter correctement également. Donc voilà, c'est tout pour ce top 5 des espèces pour débuter. J'espère qu'il vous aura plu. Alors je sais, j'ai pas tout dit, il y a encore beaucoup d'espèces que l'on peut conseiller pour débutants, hein, notamment par exemple les Tetramorium ou les Aphaenogaster, ou encore les Tapinomas, ou, etc. Et encore plein d'autres, hein, dont j'ai pas encore parlé. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'espèces de fourmis pour bien débuter la myrmécologie, hein, qui sont relativement simples. Donc moi je vous ai fait un top 5 afin de simplifier l'affaire et d'écourter un peu la vidéo, parce que si je devais vous parler de chaque fourmi, enfin de chaque espèce de fourmi pour bien débuter dans la myrmécologie, on n'en finirait pas, ça ferait des vidéos de 10 heures facilement. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce sera pas trop pénible, et j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!